Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de littérature, de cinéma, de jeux vidéo, de manga, que sais-je. On parle de culture. Et aujourd'hui, on s'attaque à un morceau énorme en parlant de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Et pour parler de la Terre du Milieu, mais pas que, j'ai des invités incroyables, dignes d'elfes les plus beaux gosses du moment. Yannick, bienvenue. Tu es auteur, tu nous as ramené en plus un joli bouquin. Tu peux nous le montrer, hein. Oui. Allez, fais-nous profiter. Voilà. Magnifique. Bienvenue sur le plateau. On est très content de t'avoir avec nous. Je suis très content d'être là aussi. Merci. À côté de toi, nous avons Menro. Comment vas-tu? Tu es responsable éditorial du stream. Mais pas que. Pas que, effectivement, puisque je suis aussi cofondateur du site Le Grand Pop. Bonjour Sébastien, merci beaucoup pour cette invitation. Avec grand plaisir. Et Pauline, je suis content, j'ai gardé le meilleur pour la fin, ne m'en voulez pas. Mais voilà, Pauline, bienvenue. Alors, tu es traductrice, oui. Mais tu as une particularité. Oui, puisque je suis grande fan de Tolkien depuis 20 ans maintenant. Et du coup, j'ai un stream, une chaîne, et je parle de Tolkien dessus. Et j'invite tout le monde à aller voir ce que tu fais. C'est vraiment super intéressant. Et pour même les gens qui ne connaissent pas forcément tout l'univers, eh ben, franchement, c'est très, très enrichissant. Alors, on a du pain sur la planche. On ne va pas se mentir. On pourrait faire 10 émissions sur l'univers de Tolkien, les univers de Tolkien. On va commencer tranquillement. Aujourd'hui, on va parler de Tolkien, on va parler du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. On va se limiter à ça et je pense qu'on fera quelques autres émissions sur le sujet. Alors déjà, avant toute chose, Tolkien, c'est un écrivain de génie. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est un bon point de départ. Oui. Voilà. Qui nous parle de Tolkien et de cet écrivain génial qui lui était... Allez-y, n'hésitez pas. En fait, Tolkien était effectivement un écrivain, mais c'était aussi un philologue. Donc un philologue, c'est tout simplement quelqu'un qui étudie les langues, qui les met en confrontation et qui va aller creuser un petit peu, recomposer toutes les sources qu'il peut avoir pour essayer d'en faire une sortie, une analyse, etc. Et ce qui est hyper intéressant dans l'œuvre de Tolkien, c'est que lui-même, quand on voit ses publications et celles qui ont été posthumes après, on a le même travail d'écriture, de réécriture perpétuelle de ses écrits. Il a même tenté de réécrire le Hobbit 30 ans après sa publication. Et il y a ce travail aussi donc, de vraiment acharné de recherche linguistique. Il invente des langues, carrément. Il invente des langues. C'est un petit peu jeune en plus, hein, avec ses cousines à l'âge de 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Ils inventent des langues totalement imaginaires pour que les adultes d'abord ne comprennent pas. Mais ensuite, effectivement, il a continué. Il était fasciné par le gallois, en particulier quand il était jeune, parce qu'il voyait sur la voie ferrée qui passait près de chez lui dans la campagne, il voyait passer des trains de marchandises avec des noms très exotiques de whisky gallois, enfin, des noms très longs. Avec alors, il grandit en Angleterre, on le précise. En Angleterre, mais il n'est pas originaire d'Angleterre à la base. Ses parents sont anglais, mais il est né en Afrique du Sud. Et ensuite, alors, il était très jeune quand sa mère est revenue en Angleterre. Et son père est mort alors qu'il devait les retrouver. Et du coup, finalement, ils sont restés en Angleterre. Et la mort de son père va être quelque chose qui aussi va être assez marqué dans... C'est un orphelin, puisque sa mère meurt quand il a 12 ans. Donc, il va franchement être marqué par la disparition de ses deux parents et par une enfance un peu particulière. Un peu particulière. Il va vivre aussi la guerre, hein, la Grande Guerre, mais pas que. Il va avoir une vie riche. Et puis, il atterrit à Oxford aussi, quand même. Hein. Ouais, professeur d'anglo-saxon à Oxford. Donc, il enseignait notamment des textes comme Beowulf, qui était un texte qui lui tenait beaucoup à cœur, et donc des textes en vieil anglais principalement et en moyen anglais. Et comment il devient auteur ? Par hasard. Complètement par hasard. Par hasard, en fait. Et effectivement, il écrivait... Enfin, quand il était jeune, il écrivait des poèmes, des chansons. Il a écrit quelques contes. Mais par la suite, en fait, quand il est devenu parent à partir de 1917, il a commencé à écrire des histoires pour ses enfants. Et le Hobbit est l'une de ces histoires, en fait.
on ne sait pas trop quand il a commencé. Début Mais des années 20, on dit, ouais, un truc comme ça. Mais en fait, ça s'est développé et puis le manuscrit a tourné auprès de ses collègues à Oxford, auprès des étudiants, jusqu'à arriver à une assistante éditoriale. Alors, il écrivait depuis quand même. Il avait commencé. Je sais qu'on ne va pas parler du Silmarillion, mais c'est difficile. Non, mais c'est très important. Tu peux l'évoquer. C'est la pierre angulaire. Hein. Ses premiers grands contes qui ensuite ont été amenés à former le Silmarillion. Il a commencé à les écrire en rentrant de la France, de la bataille de la Somme. Donc on est en 1917. Il a 25 ans. Donc évidemment, le Hobbit, qui a été publié en 1937, c'est quand même plusieurs années après. Donc il n'avait jamais cessé d'écrire pendant toute cette période-là. Puis il avait son club d'écriture, dans lequel on a notamment C.S. Lewis, c'est l'auteur de Narnia. Et donc du coup, ils étaient plusieurs potes comme ça à se réunir pour se faire des lectures sur leurs propres écrits ou sur des écrits comme ça qu'ils aimaient particulièrement ou qu'ils aimaient un petit peu défoncer aussi. Et du coup, on a ce jeu comme ça d'élan collectif pour mettre en perspective chacun le travail des uns et des autres. Et c'est vrai qu'avec la guerre qui coupe un peu ça, et notamment il va être particulièrement affecté lui-même dans les tranchées. Malade dans les tranchées. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut aller sortir de la blessure de Frodo aussi dans Le Seigneur des Anneaux, dans le premier tome, qu'on peut rapprocher de ça, même si lui mettait d'énormes barrières entre ses écrits et la réalité. Mais voilà, et puis affecté par le décès aussi de proches, donc ses parents on l'a vu, mais aussi des amis, et ça joue énormément après dans la conception de ses écrits et comment il s'inscrit lui dans une logique, on va dire, en contre par rapport, mettons, à la révolution industrielle, à tout ce qui peut être lié à justement l'industrie et ce genre de choses, en opposition avec le calme de la campagne anglaise, un petit peu pastorale, un peu, voilà, la carte postale qu'on peut avoir. Et on le retrouve ça entre les Hobbits, par exemple, et la comté, évidemment, et de l'autre côté, l'asservissement des orques, et le déracinement des arbres, et tout ce qu'on peut avoir derrière. Oui, il y a l'industrie. Voilà, il y a un vrai contraste, mais ça s'explique aussi par son vécu, du coup. Une question, on parlait tout à l'heure, on disait que voilà, ces enfants ont eu un rôle important, notamment pour le Hobbit. On l'a dit, à la base, le Hobbit, c'est un conte pour enfants. Oui. C'est comme ça que ça naît. Oui, c'est comme ça que ça naît. Il l'a un peu regretté par la suite. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit dans une lettre, puisqu'il a aussi, à peu près à l'époque quand il commençait à rédiger Le Seigneur des Anneaux, fait une conférence qui a été publiée depuis, qui s'appelle Du conte de fées, dans lequel il théorise un peu son approche justement de la fantaisie, du conte de fées, de la création, de l'imaginaire. Et il précise bien dans cet essai qu'il ne faut pas assimiler les contes à l'enfance. Et que les contes pour adultes, c'est la même chose, en fait. Et du coup, dans une lettre, il a dit qu'il regrettait un peu le ton paternel qu'il prend dans le Hobbit, dans le texte. Mais il faut bien comprendre que c'était les circonstances de la création de ce conte. C'est-à-dire qu'il le disait littéralement à ses enfants. Donc c'était le père qui s'adressait à ses enfants. Et c'est en effet pour ça qu'on retrouve ce côté un peu enfantin, puéril presque parfois, dans le texte du Hobbit. Mais voilà, c'est pas... Il y a un contexte. Il y a un contexte, ouais. C'est ça. Et le Hobbit, c'est son premier succès, véritablement. Oui. Comment ça se passe? Comment ça devient... comment on passe d'un conte pour enfants à la base, qu'on raconte donc à ses enfants, au succès mondial que l'on connaît? C'est entrecoupé de pas mal d'épisodes, c'est-à-dire que le Hobbit sort en 1937, je crois. Et c'est très vite... alors c'est un petit tirage. Il y en a 1500, je crois, quelque chose, un chiffre aux alentours de ça. Et très vite, ça s'est épuisé. Enfin, il y a un succès direct. Et donc, l'éditeur, Allen & Unwin, est obligé de rééditer tout de suite. Et ça va être comme ça, à chaque fois, il y a des plus gros tirages, jusqu'à la guerre de 40, pardon, qui va venir un petit peu, évidemment, bousculer toute l'industrie anglaise et la société, évidemment, mondiale et européenne. Et c'est a posteriori, après la guerre, que tout d'un coup, le roman va aller se poursuivre. L'éditeur va lui-même lui réclamer une suite, la fameuse suite qui est Le Seigneur des Anneaux. Oui, il l'a même réclamé tout de suite après. Hein, oui, carrément. C'était directement. Mais le succès, pour moi, il arrive aussi, au-delà de cet épiphénomène anglo-saxon, quand ça débarque sur les campus américains dans les années 60 et 70, et qu'il y a toute une nouvelle génération qui va s'emparer juste avant les... Ouais, voilà, de toutes les thèses qu'il peut y avoir dans Le Seigneur des Anneaux autour de ce qu'on disait sur la nature ou ce genre de choses. Et là,
mixé avec l'arrivée des jeux de rôle, avec Donjons et Dragons, Gary Gygax et tout ça, c'est après. Ouais, c'est bien après. Mais voilà, il y a cette récupération. Et alors là, après, c'est la porte ouverte à tout. Effectivement, le Hobbit, c'est un succès d'estime. C'est pas phénoménal, mais effectivement, ça l'installe quand même dans le paysage éditorial. Et son éditeur, comme tu l'as dit, il lui demande un genre de Hobbit en guise de suite. Et il va mettre quand même 17 ans à écrire cette suite. Parce qu'effectivement, Tolkien a toujours du mal à finir d'écrire ses histoires. Il est tout le temps en train de les réécrire. C'est pour ça qu'il y a plein de versions de la plupart de ses récits. Et du coup, comme tu l'as dit, Romain, effectivement, dans les années 60, il y a les campus américains qui jouent un rôle déterminant dans la mesure où il y a 2 éditeurs américains qui décident d'éditer Le Seigneur des Anneaux, qui était sorti en 1954-55, en poche, dont un des 2 éditeurs l'a fait de manière illégale, sans demander l'avis de l'éditeur original ni de l'auteur. Et c'est un succès monumental, et Tolkien devient une icône hippie. C'est ça. On peut le dire. D'accord, ça devient d'abord une icône hippie avant de devenir une icône tout court, générationnelle et culturelle. Ouais, il y a une réappropriation vers le mouvement hippie. Mais pourquoi ? Déjà, tout ce qui était l'écologie, la protection de la nature. Il y a évidemment les hobbits qui fument des pipes, on ne sait pas vraiment ce qu'ils mettent dedans. Donc ça a aussi un peu contribué. La feuille de l'angoulet. Voilà. Et puis c'est aussi les petits qui peuvent faire tomber les forces du mal. Donc c'est la victoire qui vient des gens modestes, en fait, voilà, du peuple. Et donc il y a des valeurs qui sont très fortes dans le Seigneur des Anneaux et qui l'ont fait rentrer dans une autre dimension, en fait. Bien sûr. Et justement, quand ça apparaît en format de poche, de manière illégale, qu'est-ce qui se passe en Angleterre quand l'éditeur il voit ça ? Il voit ça d'un bon œil ou... Non. Ça a été un peu une bataille pour faire retirer justement cette édition illégale. Mais le mal était fait, entre guillemets. Voilà, le mal ou le bien ? Finalement, alors certes, Tolkien n'a pas touché d'argent sur toutes ces ventes-là, mais en tout cas, ça a contribué à sa popularité, c'est sûr. D'ailleurs, il faut signaler que Tolkien n'a jamais été riche de ses écrits, en fait. Il a touché très peu d'argent de droits d'auteur. Il y a eu cette histoire aux États-Unis, il y a eu la cession des droits cinématographiques à peu près à cette époque aussi, qui s'est faite pas pour une bouchée de pain. C'est vrai, pour 200 livres, c'était ça ? C'est ce qui se dit. Ouais, voilà. C'est complètement fou. On n'a pas de certitude. Et quand on voit effectivement ce que c'est devenu, au cinéma en particulier, ça surprend. Il y a toujours eu, dès le départ, avec l'œuvre de Tolkien, un souci d'ayant droit, de qui peut, de qui n'a pas, de qui le fait un petit peu en douce, ou ce genre de choses. Et ça va marquer, mais jusqu'à on en parlera tout à l'heure, j'imagine, mais sur le Hobbit, jusqu'à la trilogie du Hobbit au cinéma, il y a tout le temps eu, comme ça, une filiation de problèmes de droit, de studios qui se disputent les choses, donc il y a vraiment quelque chose, mais dès le départ, ou quasiment, dès les années 60, quoi. Alors, je le disais en préambule, la vie de Tolkien, on pourrait faire déjà une émission entière, parce qu'on le voit, il a eu ses succès, etc. Il a une vie vraiment remplie, les 2 guerres, et il y a eu aussi des petites polémiques à son sujet, mais je pense que il y a des petites plus ou moins grandes. On théorise plein de choses sur Tolkien. Comment ça se fait qu'il cristallise autant de théories C'est le succès, effectivement. Quand il y a quelqu'un qui a beaucoup de succès, on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions sur cette personne, sur son œuvre. Et je pense que Tolkien a été peut-être l'une des icônes de l'après-guerre, en fait, les plus fortes. Et le fait qu'en plus, il soit très réservé, très secret, qu'il souhaite avoir une vie bien... Très ascétique. Voilà. Il avait une vie très modeste. Je pense que ça a apporté beaucoup de fantasmes et de polémiques, effectivement, qui, pour certaines, n'avaient pas du tout lieu d'être. Puis il y a la richesse de son œuvre aussi. Donc forcément, chacun va y trouver peut-être quelque chose et puis va tirer le fil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des études universitaires passionnantes qui se font à travers le monde sur ces textes. J'ai envie de dire, c'est la malédiction des grands textes. Pauline le disait tout à l'heure, mais son inspiration, il y a du Beowulf dedans, mais il y a aussi des poèmes en norrois, en finnois, des choses comme ça, mais il y a aussi toute la saga de la Volsunga ou les Nibelungen, qui sont des mythes scandinaves,
Et on sait très bien que dans la moitié du siècle dernier, il y a des régimes particulièrement néfastes qui se sont inspirés de la même iconographie. Et donc c'est quelque part un raccourci très simple de se dire qu'il y avait des collusions idéologiques. Sauf que quand on écoute Tolkien de lui-même, qu'on lit les lettres, qu'on écoute son discours quand il quitte Oxford, notamment où il dénonce l'apartheid ou ce genre de choses, on voit qu'il était totalement en opposition totale, affirmée. Et alors là, je veux bien que des gens puissent aller chercher et grappiller les choses, mais quand on lit juste ce que lui, quand on lit ses échanges, ses lettres, ce genre de choses, il a même correspondu avec des auteurs allemands juste dans les années 40, etc., où il est très cynique vis-à-vis de l'idéologie qui est en place en Allemagne à ce moment-là, et aussi très, très vexé, justement, de la récupération de cette imagerie un peu scandinave, nordique, héroïque, etc. Arienne. Oui. Et effectivement, lui, ses lettres sont hyper intéressantes à lire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui extrapolent et qui fantasment des choses. Et c'est un sujet un peu délicat, mais en même temps, on peut y voir aussi ce qu'on veut y mettre. Par exemple, on peut taxer des fois l'œuvre de Tolkien comme quoi il n'y a que les gentils, que les méchants, et que c'est déterminé par la naissance même, entre les elfes et les orques. Sauf que dans les écrits de Tolkien, c'est pas aussi tranché que ça. C'est-à-dire que les orques eux-mêmes seraient des elfes qui auraient été torturés, ou des humains, qui auraient été torturés, etc., et à qui on a une entité maléfique à retirer son libre arbitre. Donc c'est complètement différent. Là. Donc c'est complètement différent. Et puis l'œuvre de Tolkien, juste on prend le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, où beaucoup de gens ont vu le film. Qu'est-ce qu'on a autour de la table? On a un truc très universaliste. On a un représentant de toutes les races. Alors oui, tous les peuples libres. Alors, on peut dire le mot race quand on parle d'heroic fantasy, dans le sens où il y a des nains, des elfes, des humains, des orques, on l'a vu, des zintes, enfin il y a plutôt ça le bestiaire et l'imaginaire, enfin est très riche. Et là, en l'occurrence, tout le monde s'associe pour dépasser ses propres différences et réussir à avoir et vivre en communauté. Vivre en communauté, tout à fait. Ouais. Et lutter contre l'oppresseur, en fait. Donc, contre une menace qui est un peu immanente au début. Un tyran, ouais. C'est un tyran. On peut le dire. Donc il y a effectivement... il y a quand même un sous-texte qui était évident, effectivement, par rapport à la situation de l'époque. Mais c'est vrai que pour revenir sur les accusations de nazisme, entre guillemets, il y a effectivement une lettre qui avait été envoyée par un éditeur allemand en 1938 à Allen et Unwin, donc transférée à Tolkien, dans laquelle on lui demandait s'il était d'origine aryenne. Et lui répond effectivement de façon très, très péremptoire que sa famille a quitté l'Allemagne au XVIIIe siècle et qu'il était très fier de ses origines. Il sent la montée du nazisme en Europe. Et il dit si effectivement ce genre de question vient dans les publications, enfin dans les conditions pour publier en Europe et en particulier en Allemagne, du coup mes origines allemandes ne sont plus une fierté. Une source de fierté. Oui, puis même le principe arien, comme il est justement très versé dans l'étude des peuples et des langues, etc., il explique que c'est un peuple indo-européen qui arrive de la vallée de l'Indus, qui revient en Europe après, qui parle gypsy, voilà. Donc il débunk un petit peu l'imaginaire. Donc là-dessus, il y a pas mal de choses qui sont tout à fait accessibles, sur lesquelles on peut mettre fin aux polémiques en quelques instants. Mais c'est très bien aussi de l'évoquer. Et vous l'avez balayé d'un revers de main de fort belle manière, et tant mieux. Hein. Moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi on a tant mystifié Tolkien, peut-être parfois même plus que son œuvre en elle-même. Ça fait partie d'un son œuvre l'a totalement dépassée, ça c'est sûr. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que Tolkien, c'est le père de la fantaisie moderne? Oui et non. Enfin, disons qu'il a beaucoup d'inspiration, en fait. C'est pas sorti de nulle part. Je pense notamment à William Morris, un auteur du XIXe siècle qu'il a beaucoup lu, dont il connaissait très bien les œuvres, et qui a écrit aussi, qu'on peut aussi qualifier de père de la fantaisie moderne, d'une certaine manière. Donc, voilà, oui et non. Disons qu'il a plutôt posé un cadre à son corps défendant, ce n'était pas du tout son intention. Oui. Avec ses œuvres, il a posé un modèle de fantaisie qui, heureusement ou malheureusement, effectivement, a perduré pendant très longtemps et a bloqué
les auteurs débutants dans un carcan narratif avec des types de personnages, avec des types comment dire, avec un type de narration, avec certaines séquences, certaines scènes clés, on va dire. Donc, le père de la fantaisie, non, mais un théoricien comment dire, naturel, on va dire. Mais il y a... maintenant, je trouve que les auteurs, justement, essayent de sortir de se détacher de tout ça. Mais Pratchett a déjà, dès le départ, ou Moorcock a essayé directement de s'inscrire en déconstruction, en opposition du carcan ou du cahier des charges que Tolkien avait établi. Est-ce que c'est le fondateur de la fantaisie moderne? C'est un raccourci un peu rapide, moi je rejoins tout le monde sur le plateau. Est-ce que c'est un des fondateurs? Je préfère utiliser un pluriel à ce moment-là. Comme est-ce que Herbert est le fondateur de la SF? Non, parce qu'il y en a plein d'autres. Enfin, voilà, donc je pense qu'on peut considérer son importance et son influence. Mais je ne pense pas que ce soit... c'est un travail d'équipe. Il n'y a que des numéros 10 dans la team, mais ça reste un travail d'équipe, je pense. Très bien. Je voudrais revenir sur l'une des problématiques et qui sont soulevées par les critiques de Tolkien aussi, c'est l'apparente absence ou le peu de présence des femmes dans son œuvre. Et il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a des personnages féminins, il en existe, qui sont très importants pour certains, mais c'est vrai qu'ils sont peu nombreux. Alors, en termes de présence, entre guillemets, il y a 82% de personnages masculins chez Tolkien. C'est énorme. C'est très précis. Effectivement, oui. Il y en a 82%. Mais on a quand même des figures féminines qui sont marquantes et qui, en fait, présentent des caractéristiques, des caractérisations qui sont vraiment différentes. Je ne sais pas, on peut parler, par exemple, d'Arwen, premièrement. Arwen, dans les livres, elle est très peu présente. Elle apparaît surtout dans les appendices du Retour du Roi, quand on explique en fait l'histoire d'Aragorn, comment il a fait pour en arriver là. Mais dans le roman lui-même, par rapport au film, justement, on va y revenir, j'imagine. Juste après. Elle est très peu présente. Elle fait 2-3 apparitions par-ci, par-là. Elle est mentionnée, évoquée, mais elle n'a pas du tout le rôle actif qu'on voit dans les films de Peter Jackson. Et justement, Pauline, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu es une femme, donc tu es la mieux placée pour appréhender cela. Est-ce que la présence, le peu de présence féminine dans l'œuvre de Tolkien, est-ce que c'est quelque chose qui est voulu ou qui s'explique par un contexte? Moi, je pense qu'on peut déjà, premièrement, l'expliquer par le fait qu'il évoluait dans un milieu d'hommes à Oxford. C'était majoritairement des hommes. Il y avait quelques femmes, évidemment, mais lui, il était professeur à Oxford. Il a accompagné des étudiantes, on le sait, qu'il a aidé des jeunes femmes à travailler, à faire leur thèse. Mais il était surtout entouré d'hommes, et très jeune déjà dans son adolescence. C'était une école de garçons, puis ensuite la guerre. Donc, à part son épouse et sa fille, Priscilla... Et c'est des figures, excuse-moi, je permets de rebondir dessus, la figure de mère, de fille, voilà. etc. C'est ce genre de figure qu'on retrouve. Oui, voilà, tout à fait. Alors, il y a quand même des femmes guerrières, on pensera à Éowyn. On a aussi Luthien, donc, qui est inspirée en partie par son épouse, mais qui est quand même une femme forte, qui défie l'autorité patriarcale, justement, et c'est en ça qu'elle est exceptionnelle. Et qui tient une place importante dans l'un des grands contes de Tolkien. Tout à fait. Du coup, là, elle est à 50% dans l'un de ses meilleurs récits. Alors, il y a peu de personnages féminins, mais elles sont toujours... moi, je trouve qu'elles sont toujours intéressantes à explorer. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des universitaires qui ont écrit des ouvrages passionnants dessus. Et donc, je trouve que... Très bien. Il ne faut pas s'arrêter au fait qu'il y en ait peu, en fait. D'accord. Même si c'est regrettable et qu'on aimerait en voir plus, il y a quand même autre chose à chercher derrière. Très bien. Alors, je vous propose qu'on aborde maintenant, tout simplement, l'adaptation au cinéma du Seigneur des Anneaux. Déjà, la question que je vous pose, c'est pourquoi d'abord le Seigneur des Anneaux? Pourquoi ça passe par rapport au Hobbit qui se passe avant, exactement, etc. En termes de chronologie. Il y a un problème de ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un problème de droit, déjà, de base. C'est-à-dire que je crois que c'était Miramax à ce moment-là et Solzhenits qui avaient les droits du Seigneur des Anneaux. Ils n'avaient pas le Hobbit à ce moment-là. Et le projet était de faire donc 3 films, 2 sur le Seigneur et 1 sur le Hobbit. Le problème, c'est qu'il y a eu cette histoire d'imbroglio juridique. Et à côté de ça, Peter Jackson s'est déjà contacté plus ou moins pour faire King Kong. Et les deux, que ce soit le Seigneur des Anneaux ou King Kong, c'est des envies de jeunesse qu'il voulait vraiment porter à l'écran, qui étaient ultra importantes pour Peter Jackson. Et du coup, il y a ce jeu de on l'a pas, donc on va quand même le tenter. Et là, on arrive dans vraiment
tous les soucis de pré-production qu'il y a eu autour de la trilogie. Et ça mêle des gens qui, depuis, ont été déboutés de l'industrie, notamment sur Miramax et les frères Weinstein, qui voulaient donc d'abord faire 2 films, un sur la communauté de l'anneau et un la guerre de l'anneau, en gros, alors qu'on avait une trilogie, et en faisant des coupes, mais monstrueuses. C'est-à-dire qu'il y avait Éowyn devenait la sœur de Boromir, il n'y avait plus le Rohan, il n'y avait que le Gondor. Ah, c'est même pas des coupes, c'est une relecture. Hein. C'était voilà. Et donc Peter Jackson a dit non, surtout pas. Moi, c'est hors de question. On va se faire exploser par les audiences et par les fans. Il y a une œuvre, elle raconte quelque chose. On va essayer de coller au maximum. Et donc il y a un clash. Et du coup, les frères Weinstein disent à Peter Jackson, ok, bah, t'as 4 semaines maintenant pour aller trouver un nouvel éditeur. Sinon, on le fait sans toi. Et alors, Peter Jackson, il fait quoi dans ces cas-là? Il a juste 35 minutes de bobine sur lesquelles il a une intention. Il fait le tour des studios à Hollywood. Et là, il va tomber sur New Line. Et New Line, il leur faut... on peut rappeler le contexte de New Line, c'est Freddy notamment, Freddy Krueger, qui a fait le succès du studio, qui était un studio un petit peu, pas indépendant, mais presque. Un studio mineur, c'était pas vraiment l'un des 3-4 grands studios américains. Et c'était un énorme pari, parce que si Peter Jackson... ils ont tout joué dessus. S'il se crachait avec le Seigneur des Anneaux, New Line mettait la clé sous la porte. C'est un all-in total. Et du coup, les producteurs de New Line disent à Peter Jackson, mais pourquoi 2 films alors qu'il y a 3 livres? Là, il a dû kiffer quand même. Ouais, je pense que là, ça c'est... Et donc voilà, l'histoire, elle commence là. Et après, c'est un tournage d'1 an et demi en Nouvelle-Zélande, entre autres, parce que là, évidemment, on est obligé de passer certains chapitres. Mais et avec le succès qu'on connaît au final, avec 18 Oscars... pour la trilogie, quoi. Et puis le box-office... 3 milliards de dollars de... Pour les 2 trilogies, d'ailleurs. Il me semble, chaque trilogie... C'est ça. 17 Oscars. 17 Oscars. 17 Oscars, c'est pas mal. Mais avant de parler des récompenses et du box-office, vous, en tant que fan, j'aimerais avoir votre avis quand vous avez vu pour la première fois La Communauté de l'Anneau. Est-ce que vous qui connaissiez les romans, quel effet vous avez eu à ce moment-là? Moi, j'ai découvert, j'avais commencé à lire Bilbo, en fait. D'accord. J'avais pas lu encore Le Seigneur des Anneaux, et donc en fait, ça arrivait pile en même temps. Et même, je suis allée voir Le Seigneur des Anneaux sans savoir que c'était la suite. J'avais 12 ans à l'époque, 11-12 ans. Et du coup, tout de suite, j'ai été captivée. Et ensuite, j'ai lu les livres. Et j'avais lu la trilogie avant la sortie du Retour du Roi. Ah ouais, t'as bien enchaîné. C'est pas le film, moi, la claque que je prends, c'est le premier trailer de la trilogie, où on voit pour la première fois, je ne sais pas si tu te souviens, la communauté qui dépasse une montagne, avec quelques grands plans, un peu d'intention. Une musique complètement épique qui rappelle Carmina Burana, vraiment même pas encore Howard Shore, je ne sais même pas s'il est engagé à ce moment-là. Et on voit justement les membres de la communauté passer un par un. Et là, on se dit, ok. On venait de se taper l'adaptation de Donjons et Dragons abominable avant. Moi, j'avais dit à tous mes copains, l'Heroic Fantasy, vous allez voir, c'est vachement bien, c'est ça. Et là, vraiment, les gens me prenaient un peu dans le... Ah ouais, c'est pour être un ténanard, machin. Et c'est vrai que la fantasy au cinéma, ça a été très compliqué pendant longtemps. On va peut-être y revenir après, mais... Et donc, moi, c'est ce trailer qui vraiment me fait... Là, à partir de là, je deviens complètement... Alors, Internet n'était pas celui qu'il était au début des années 2000. Non, on est en 2000, c'est ça. On est 2000. Et là, je commence à compulser partout, à aller regarder les sites, les trucs. Il me fallait ma dose quotidienne d'informations sur comment se passe ce tournage, qu'est-ce que je peux apprendre dessus. C'est vraiment... Et ce qui est assez brillant, c'est que, évidemment, c'est une adaptation, il y a des coupes, il y a des choses qu'on peut regretter. Mais dans l'ensemble, il y a quand même un Aliment des planètes où l'esprit de Tolkien, je trouve, est là. On peut en discuter dans les détails de plein de choses, mais il y a quand même une authenticité, une recherche, même s'il y a forcément des raccourcis et des choses qui ont dû être un petit peu mises de côté, notamment dans le discours et la symbolique, etc. Mais donc c'est ça aussi qu'il faut admirer. Pour toi, c'est un grand oui. Oui, voilà. Bien sûr. Et toi, Yannick? Moi, c'est un grand oui aussi, et je rajouterai un autre atout, en plus de la fantastique bande-annonce, que je me passais en boucle à l'époque. Je crois que c'est la 2e bande-annonce après Matrix que j'ai vue. Voilà. Mais en boucle, quoi. Capable de regarder pendant 1 heure les mêmes images. L'autre tour de force pour moi qu'a fait Peter Jackson d'entrée de jeu, en fait, c'est la séquence d'ouverture qui explique la fabrication des anneaux. Et en fait, il a réussi à raconter cette histoire, mais de façon très claire, pour que tout le monde puisse comprendre. Moi, je sais que je suis allé voir le film à l'époque avec mon épouse,
et elle ne connaissait rien à l'histoire. Et en fait, elle est sortie du film en disant « mais j'ai tout compris du début à la fin ». C'est très didactique. C'est très didactique et c'est bien écrit et franchement, moi aussi d'entrée de jeu, quand j'ai vu cette séquence, je me suis dit « ok, on y est, ça part très bien ». Et ça a continué jusqu'à la fin. Il y a ce truc de « ils l'ont fait ». Ouais, La Communauté de l'Anneau est pour moi un véritable grand film. Alors, moi, ne m'insultez pas, hein. Je n'ai pas lu les romans. Je vous l'ai dit juste avant l'émission, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Mais le film, quand je le vois, pour moi, c'est une véritable claque. Ah oui. C'est-à-dire que je rentre de nouveau dans un univers, comme j'ai pu rentrer dans un univers avec Star Wars, par exemple. On est dans une nouvelle galaxie, un nouvel univers, et je me dis, c'est palpable en fait qu'on est en train de vivre quelque chose de nouveau. C'est incroyable comme c'est puissant en fait. Et pourtant, on n'est qu'aux prémices en fait Oui, en fait, Peter Jackson a réussi à réunir une équipe artistique complètement hallucinante et d'une qualité exceptionnelle. Ils ont même fait avancer la technique. Complètement. Du cinéma. C'est-à-dire que je crois qu'ils ont filmé avec des caméras un peu particulières. Ils ont utilisé, je crois que c'est la première fois qu'ils utilisent le logiciel Massive, qui permet de gérer simultanément à l'écran des milliers de personnages, notamment sur les scènes de bataille. Ça ne s'était pas fait avant, ou c'était en développement, je crois. Avant, c'était souvent des copier-coller. Et on avait tout le temps des personnages qui se ressemblaient. Voilà. Tu avais 6 fois la même séquence, voilà. Tandis que là, tout est géré simultanément et différemment. Il y a une sorte d'IA derrière, d'intelligence artificielle, qui va aller infléchir sur les comportements potentiels de chaque unité. Et en gros, c'est des contraintes. Hein, c'est juste, si tu as quelqu'un en face, tu lèves ton arme. Si tu n'as personne en face, tu continues à avancer. Et du coup, c'est un lancer. Ils disent, bon, voilà, il y a 200 000 d'un côté, il y a 10 000 de l'autre. Allez, on lance l'algorithme et on regarde ce que ça fait. Et après, on va aller déplacer la caméra au milieu, etc. C'était une innovation pour l'époque. C'est là que Weta Digital explose. Weta Digital, c'est la boîte d'effets spéciaux derrière le Seigneur des Anneaux, qui à l'époque, tout le monde ne parlait que d'ILM, donc Star Wars, Industrial Light and Magic. Et là, tout d'un coup, à l'autre bout du monde, aux Antipodes, en Nouvelle-Zélande, il y a une société qui arrive à faire des effets spéciaux au-dessus. Et donc après, maintenant, au lieu d'avoir un monopole, on a 2 sociétés qui se tirent un peu la bourre comme ça et qui s'enrichissent mutuellement en essayant d'être à chaque fois, de se transcender pour choper les récompenses et l'adhésion du public. Et pour moi, il y a encore un autre tour de force technique et narratif, c'est le personnage de Gollum. Ah oui. Pour la première fois, on a un personnage à l'écran qui est... Alors, il n'est pas totalement numérique, puisqu'il est calqué sur les motion capture. Et en fait, moi, j'ai eu beaucoup d'émotions en voyant Gollum, parce que, voilà, on voit l'acteur. J'ai eu beaucoup d'émotions parce qu'en fait, j'ai totalement cru au personnage en le voyant. Dans sa dimension personnalité, dans sa dimension... Oui, c'est pas un CGI moche. Voilà, c'est ça. C'est pas Yoshi dans Mario non plus. Il travaillait à l'extrême, on a vraiment l'impression qu'il est là, en fait. Pareil, Pauline, pour toi, excuse-moi. Oui. Enfin, moi, en plus, je suis une grande admiratrice des illustrateurs Alan Lee et John Howe, donc, qui étaient à la direction artistique des films de Peter Jackson. Et en fait, c'est vraiment ça. Pour moi, la force de ces films, c'est aussi ce côté esthétique, qui est cette force esthétique qui est celle d'Alan Lee et John Howe. Si on regarde vraiment les peintures de ces 2 artistes, on retrouve exactement la Terre du Milieu de Peter Jackson. Donc c'est vraiment une sorte de mise en mouvement de leur peinture, et c'est très très réussi, et c'est très fort. Et pour moi, c'est la vraie force de la première trilogie, en tout cas, vient de là, vient le côté esthétique qui permet vraiment instantanément d'être propulsé dans la Terre du Milieu, et le casting. Je veux dire, même là où je trouve que l'écriture des personnages n'est pas forcément excellente, il y a toujours une performance d'acteur derrière qui est quand même... et une direction d'acteur qui est très très bonne. On a des révélations dans le casting. Et ils sont complètement en plus impliqués pour le rôle. Ils ont tout donné. Enfin, ils sont habités même. Ils sont, voilà, il y a quelque chose de ça. Il y a des stratégies évidemment qui ont été mises en place. Hein. Genre l'amitié entre les 4 acteurs qui jouent les Hobbits. Peter Jackson et la production en général se sont dit, on va les mettre en coloc et les faire venir un petit peu avant les autres. Comme ça, ils vont peut-être sympathiser et ça va se voir à l'écran. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été pensées. Et effectivement, les illustrateurs, donc Alan Lee et John Howe, dont tu parles, c'est un peu, ils sont considérés grossièrement comme les illustrateurs officiels
on va dire, des publications. Oui, c'est ça. Oui. Et effectivement, on retrouve le travail qu'ils font dans toute la production derrière visuelle. Et il y a cette continuité. C'est-à-dire que l'œuvre de Tolkien, dans l'écriture, il y a un truc qui est hyper important, c'est qu'il n'y a pas un truc qui est laissé au hasard. Genre un nom, il y a forcément une étymologie derrière. Un décor, il y a forcément une filiation parce que là, il y avait quelque chose avant, etc. Et ça rejaillit à travers le travail de ces illustrateurs et de la production dans les films. Et si on peut l'opposer, par exemple, excusez-moi, à Narnia, puisque C.S. Lewis était pote de Tolkien, donc on peut faire ce parallèle. Dans les films Narnia, qui ont leurs qualités, leurs défauts, on n'est pas là pour en juger, mais il y a quelque chose très proche pas du cosplay, mais ils sont très propres sur eux. Là, il y a du vécu, il y a des ruines, les gens sont crades parce qu'ils se baladent dans la forêt à longueur de journée, et ça se voit à l'écran. Et c'est ça qui est intéressant et qui donne crédible. C'est la recherche d'authenticité que Peter Jackson et son équipe a voulu recréer. C'est exactement celle que Tolkien voulait mettre dans son œuvre. Je veux dire, Le Seigneur des Anneaux. Une vraisemblance et une cohérence. Ouais. Exactement. Le Seigneur des Anneaux, il ne faut pas oublier, c'est la dernière page de l'œuvre de Tolkien. C'est-à-dire qu'avant, il y a, vous me corrigerez sur les années, mais plusieurs dizaines de milliers d'années d'histoire. Quand on reprend jusqu'à la création du monde, c'est un truc, ça va jusqu'à une cosmogonie où ça commence dans l'espace, en fait, où il y a juste des voix qui se parlent entre elles. Donc, si on oublie tout ça et qu'on revient, Le Seigneur des Anneaux, c'est la dernière page. Et la fin du troisième âge et le début du quatrième. Et la magie, effectivement, la fin de l'histoire qu'écrit Tolkien, à peu d'exceptions près, effectivement, c'est l'apothéose, au sens... c'est effectivement la conclusion, quasiment, de toute cette histoire. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de réussir à faire entrer les spectateurs dans ce monde déjà bien établi, etc., sans pour autant les perdre. C'est là où moi je trouve qu'il y a quand même une narration et une écriture qui réussit à propulser le spectateur au cœur de l'histoire, sans se dire « j'ai pas compris ce qui s'est passé avant, il y a des choses qui sont déjà installées ». Moi, en tout cas, c'est comme ça que je me suis laissé emporter dedans. Alors, tout à l'heure, je vous ai posé une question sur Tolkien, si pour vous, c'était le père de la fantaisie moderne. Est-ce qu'on peut dire que le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau et la première trilogie, ça a été la démocratisation et la popularisation de l'heroic fantasy pour le grand public? Moi, je dirais que c'est une nouvelle vague. Parce que j'ai l'impression que ça vient par vague. On parlait. Je pense à Donjons et Dragons. Voilà, c'est ça. On a eu, mais c'était peut-être un peu plus restreint. Oui, c'était plus de niche, on va dire. Voilà. Ouais. Mais il y avait quand même, il y a quand même une série animée. Oui. Il y a quand même eu des BD, il y a eu des tout ce qui est jeu de rôle. Enfin, même si ça restait plus de niche, il y a quand même une grosse vague. Et du coup, 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, on a eu le travail de Peter Jackson. Est-ce que ça... Moi, je dirais que oui, mais après, Il y a eu quand même de la fantaisie à l'écran avant les films de Peter Jackson. Oui. Alors, Le Seigneur des Anneaux et Les Hobbits avaient déjà été adaptés en film d'animation dans les années 70. Mais il y a eu des films comme Willow, comme Conan le Barbare, qui sont aussi des adaptations pour certaines. Conan, on est limite dark fantasy. Là, voilà, c'est ça. Mais c'est de la fantaisie. Oui, bien sûr. Ça reste de la fantaisie, donc... La popularisation, non, je pense que c'est plus, effectivement, le public est venu plus en masse, effectivement, vers la fantaisie à cette occasion-là. Donc on est passé à une industrialisation plus forte. Alors, ça veut dire que c'est oui. Ça veut dire que ça a permis au grand public... C'est pas faux. Je pense que Willow, de Ron Howard, excellent, était un premier pas qui a eu son succès à l'époque et qui est resté culte pour beaucoup de gens de cette génération, dont moi. Mais on n'a eu aucune saga aussi importante qui a réussi à drainer autant de monde vers cet univers. Menro, peut-être, tu peux me contredire. Hein. Non, je suis assez d'accord. Et c'est vrai qu'en plus, quand on sait que Willow, à la base, c'était une tentative de faire le Seigneur des Anneaux, ils n'ont pas eu les droits, donc ils ont dû changer les choses. Et c'est pour ça qu'on a ce peuple de petite taille, qui n'est pas des hobbits, mais qui... Il y a pas mal de choses comme ça qui ont... Puis le voyage. Il y a le voyage autour d'un personnage qui est plutôt issu du peuple, et donc comme les hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Donc il y a eu des œuvres. Je pense que tu citais Conan, et pour moi c'est fondateur Conan de John Milius en 82, parce que c'est une des premières fois où la fantasy est adaptée, premier degré,
sans se dire c'est un truc pour enfants, sans se dire bien au contraire, c'est là pour faire du voilà, et même quand on connaît les idéologies derrière, des fois de Milius et tout, il faut quand même faire attention. Ouais. Mais il y a quand même ce travail d'authenticité dont on parlait tout à l'heure, et donc il y a d'autres choses. Il y a le Legend avec Tom Cruise qui est un peu nanardesque, un peu mignon, mais qui est là. Voilà. Il y a des choses, mais c'est vrai que Dark Crystal, effectivement. Ouais. Mais il y a le Seigneur des Anneaux, et le Seigneur des Anneaux qui arrive à l'aube des années 2000. Il y avait cette légende comme quoi c'était le film jamais adaptable. Pour moi, il y en a eu 2 dans la pop culture, enfin dans la culture. Roman jamais adaptable. Roman jamais adaptable en film. Oui, excuse-moi. Et du coup, il y avait le Seigneur des Anneaux, il y a Dune. Bon, Dune, voilà. On a vu le résultat là, voilà. Déjà. Hein. Ouais. Et le Seigneur des Anneaux, en fait, il arrive à ce moment-là et. Oui, derrière, pour moi, il ouvre complètement la porte. Parce qu'on passe aux effets spéciaux numériques et qu'il est fondateur. Il est moins cosplay, du coup. On parle de légende, tout ça. C'est ça. Et derrière, je pense qu'il donne un petit coup d'air, un bol d'air aux producteurs, au global, qui peuvent se dire derrière que rien n'est impossible. On peut faire des trucs complètement fous de cette échelle, et on peut faire de la fantaisie, ça a du succès. Oui, voilà, c'est ça. Alors après, évidemment, il y en a qui vont le faire avec plus ou moins de réussite et d'envie et de sincérité aussi. De sincérité. Mais il est pour moi hyper important de ça. C'est ce que le Hobbit ne réussit pas après dans sa trilogie. C'est que là, on est à la confluence entre, en termes d'effets numériques, etc. Pour moi, là où il faut placer le curseur entre le réel, les perspectives un petit peu biaisées, les costumes à double échelle ou ce genre de choses, qui sont des techniques très physiques, réalistes, et tout d'un coup, les effets spéciaux qui viennent se superposer par-dessus. Alors que dans la trilogie du Hobbit, on est beaucoup plus dans le tout CGI. Ouais. Et on pourra en parler après. On va en parler juste après. Voilà. Donc oui, le Seigneur des Anneaux a ce truc-là, pour moi, de coup de pied à l'étrier pour toutes les productions du genre après. C'est en ça que les films de Peter Jackson aussi marquent pour moi une pierre kilométrique, on va dire, importante dans l'industrie du cinéma, quoi. Et, franchement, il y a énormément de choses qui deviennent possibles. Et effectivement, la fantasy redevient à la mode, à l'écran. Et ça va relancer effectivement beaucoup d'avatars, de suites et d'imitations en tout genre. Mais Peter Jackson, pour moi, aura marqué l'histoire du cinéma avec cette trilogie. Je suis assez d'accord. Bon, alors, embrayons tout de suite sur Le Hobbit, le rendez-vous manqué. On se questionne. Voilà, c'est l'émission des questions. Et je pense que, je vais commencer par toi, Pauline, parce qu'on ne t'a pas entendu sur la trilogie du Hobbit, vraiment. On ne sait pas trop de ton avis. J'ai un rapport très difficile avec cette trilogie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, en fait. Je l'ai vu au cinéma. J'avais revu le Master 4K est bien. C'est ce qu'on m'a dit. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit. Franchement. Mais moi, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, ce qui me manque, c'est cette authenticité des effets normaux, j'ai envie de dire. Les orques, où en fait, c'est des comédiens qui sont grimés, qui ont des prothèses, alors que dans le Hobbit, ils sont tous en CGI. Et déjà, rien que ça, moi, ça m'a... Ça te sort de... Ça m'a sorti, ouais. Et au-delà de tout ce qui a été fait d'un point de vue scénaristique, qui, pour moi, est inadmissible. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est vraiment la fan là, qui ira chercher toutes les petites bêtes. Mais en fait, je trouve qu'au-delà même de ne pas être une très bonne adaptation, je trouve que c'est pas un très bon film. Enfin, ce ne sont pas des très bons films, en fait. Même si on enlève tout le côté, est-ce que c'est fidèle, est-ce que ça raconte bien, est-ce que ça reproduit l'univers de Tolkien, ce n'est pas un film qui me donne très envie de le revoir, en fait. On a l'impression que tout ce qui avait fait l'énergie, le charme et le succès du Seigneur des Anneaux a été complètement renversé pour le Hobbit. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Peter Jackson est devenu feignant, c'est peut-être un grand mot, mais il est devenu l'inverse de lui-même. Il a rajouté des personnages, il a rajouté des péripéties, il est parti un peu dans le n'importe quoi sur certaines scènes. On sort du carcan Tolkien. C'est ça. Vous avez un roman, alors c'est un conte pour enfants, qui a été un peu remasterisé dans les années 60, mais qui fait 300 pages, et Peter Jackson en tire un film de 10 heures. Comment c'est possible? T'as l'air tellement dépité. Mais c'est un long métrage. Je suis désolé pour toi. Non mais c'est dommage en fait. J'ai voulu montrer juste le début à mes enfants. Je peux pas leur montrer le reste du film jusqu'au moment où Bilbo part. Après, non.
Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Alors, je partage complètement votre avis et pour moi, c'est vraiment le rendez-vous manqué, comme tu dis. Mais je vais quand même repointer deux, trois petites choses. C'est que il y a quand même 2-3 moments de grâce. Oui, ça, je suis d'accord. Si on extrait ces scènes-là et qu'on sort du contexte global du film, je pense à la rencontre entre Bilbo et Gollum. Je pense à des choses, même si elles ne sont pas canon. Pardon ? Smaug. Oui, il y a la conversation avec le dragon. La conversation avec le dragon, mais avec Gollum aussi, mais avec le dragon, effectivement. Il peut y avoir aussi le rapport entre Gandalf, Galadriel, le Conseil Blanc, ce genre de choses, ou des petits détails qui sont en fait dans les appendices de certains livres, etc. C'est-à-dire que Jackson, il a inventé des choses. Je suis complètement d'accord avec Yannick. Il en a intégré beaucoup aussi. Et notamment les vers à la fin, les trucs. Enfin bon, là, on est plus dans des Warhammer ou dans du D&D que dans du Tolkien, hein, clairement. Dans Dune. Ouais, non, mais c'est assez voilà. Et des orques mutilés il y a des trucs vraiment hors sujet. Et à côté de ça, il a su insuffler quand même des bouts d'histoire. Et on sait que Tolkien voulait réintégrer le Hobbit dans la légende, dans son imaginaire général. Donc en ça, je peux comprendre le point de vue de Jackson et débunker un peu le côté du c'est un petit livre et il en a fait machin. Par contre, la façon dont il le fait, on peut revenir dessus. Je pense qu'il n'avait pas envie de le faire du tout. Il y est venu parce qu'il ne devait pas le faire, il devait être producteur. Et, Qui devait le faire à la base ? Alors, lui, il voulait Sam Raimi. Et finalement, la prod a voulu que ce soit Guillermo del Toro. Guillermo del Toro donc, est resté pendant longtemps à faire de l'écriture, à rescénariser, etc. Il a jeté l'éponge. Et à jeter l'éponge, parce qu'il y a eu plein de problèmes, encore une fois. Des problèmes de droit, des problèmes de grève en Nouvelle-Zélande de l'industrie du cinéma. Il y a eu des problèmes de santé. Peter Jackson qui a eu un problème hyper important, qui a été hospitalisé, qui continuait à faire de la pré-prod alors qu'il était sur son lit d'hôpital. Et quand on regarde les bonus de la version longue de la trilogie du Hobbit, on voit, il y a un plan qui est exceptionnel où on voit un Peter Jackson tout petit dans un décor immense que celui de là où il y a Smaug le dragon, j'ai oublié le nom de la cité naine, excusez-moi. Erebor. Et du coup, on voit Peter Jackson qui est tout petit, tout seul, les bras ballants, et on comprend, parce qu'il il explique le truc, il dit, à partir de demain, je suis à l'impro. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de faire la bonne... Oui, il écrivait le film pendant qu'il le tournait, en fait. En fait, d'un point de vue industriel, c'est pas une catastrophe, mais c'est quand même un film qui a accumulé beaucoup de soucis, quoi. Et quand on voit ce qu'il fait au final, on se dit, moi j'aimerais bien faire des impros des fois comme ça. Oui, moi si je peux donner mon avis de profane, en tout cas quant à l'univers, le matériau de base, moi quand je vois la trilogie du Hobbit, je ne suis pas révulsé. Je me dis, c'est moins bien que la première trilogie. Et je me dis, j'aime bien quand même. Parce que il y a quand même quelque chose. Les nains qui sont cul nus, qui font des concours de bombe à eau dans la fontaine d'Elrond, version longue du Hobbit 1. C'est compliqué. C'est compliqué quand même. Ouais, c'est long, c'est un petit peu long. Ouais. Mais je me dis, c'est aussi peut-être, comment dirais-je, par petite Madeleine de Proust, où je me dis, ça prolonge un univers que j'ai aimé, je retrouve des personnages que j'aime, un univers que j'aime, voilà. Mais pour moi, il y a clairement un gap entre les deux trilogies. Tout à fait. Mais il faut vraiment les séparer. Mais pour le coup, le public... Deux œuvres bien distinctes. Ouais. Mais le public, il a quand même répondu présent. Ouais. Ah oui, beaucoup de vues. Hein. J'ai beaucoup d'entrées. Je crois même plus que la trilogie originale. Et je crois que c'est pareil, 3 milliards de recettes. Et puis comme souvent, ça a amené des nouveaux lecteurs aussi. Donc ça, c'est toujours bien. Oui, on ne peut pas se mentir. Il y a quand même eu encore une nouvelle vague avec la trilogie du Hobbit. Lorsque le Seigneur des Anneaux, la trilogie de Peter Jackson est sortie au cinéma, les ventes ont bondi de 1000%. Au Royaume-Uni, les ventes du Seigneur des Anneaux. 1000% en peu de temps. Alors, moi, c'est une œuvre, j'ai l'impression qu'on l'a découvert quand même tard en France. Je me trompe ? Oui, parce qu'en fait, on disait tout à l'heure, elle a été publiée, le Seigneur des Anneaux a été publié dans les années 53-54. Et en France, elle a été 54-55, pardon. Elle a été traduite et publiée en 72-73. Pareil pour le Hobbit, qui est sorti en 1937 en Angleterre, il a été traduit et publié en France en 1969. Et la popularité, elle vient quand, en tout cas en roman? Il y a eu une certaine reconnaissance critique, y compris dans les milieux très littéraires. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est les éditions Christian Bourgois qui les ont publiées. C'est une grande maison qui est très, très réputée, très, très reconnue. Et donc, il y a une certaine reconnaissance
dans les milieux littéraires. Pas par tous, évidemment. Hein. Il y a toujours eu des détracteurs. Mais pour ce qui est de la popularité publique, c'est vrai que moi, je ne sais pas exactement quand ça a bondi en France. Je pense que les jeux de rôle ont fait rentrer pas mal de Tolkien dans les maisons, dans les années 60, fin de 70, début 80. Enfin, je ne connais pas trop les jeux de rôle, mais je pense que c'est venu comme ça. Et puis, les multiples éditions en poche, notamment, ont apporté, je pense, des lecteurs régulièrement. Mais c'est vrai que entre les jeux de rôle et les films de Peter Jackson, il n'y avait rien. Il y avait les films de Bakshi, mais bon, voilà. Mais entre les deux, il n'y a pas de moment particulier qui amène l'œuvre de Tolkien sur le devant de la scène littéraire. Je pense que c'est un mouvement un peu en basse intensité qui continue, mais puis souvent c'est aussi une question de génération. Les parents l'ont lu et le font découvrir à leurs enfants. Donc, Après, par contre, l'influence de l'œuvre, elle a tellement transpiré sur toute une création d'une certaine génération qui arrive justement dans les années 70, 80, 90, etc. On a connu des œuvres inspirées avant le Voilà, c'est-à-dire que moi j'étais par exemple à 14 ans fan des Chroniques de la guerre de Lodos, qui est un animé japonais qui est incroyable, et on retrouve les archétypes du Seigneur des Anneaux ou de l'heroic fantasy dans sa globalité. Je suis un énorme joueur de jeux vidéo, et dans le jeu vidéo, que ce soit les jeux de rôle occidentaux ou même les JRPG, on retrouve toujours cet univers, cette influence, des noms qui reviennent, puisque la sémantique chez Tolkien est incroyable. Et du coup, il y a toujours quelque chose de... Moi, j'avais toujours eu ce goût pour la fantaisie sans savoir trop d'où elle venait avant de ma rencontre avec le Seigneur des Anneaux, en fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire « Ah, ok, ça vient de là. Ça vient du blues. » C'est joli. C'est après coup, en fait, on se rend compte qu'on a consommé, on a aimé des œuvres qui ont été elles-mêmes influencées par une œuvre qu'on ignorait à la base. C'est marrant parce que Tolkien avait raconté dans une de ses lettres qu'il n'avait pas, quand il écrivait ses romans, il n'avait pas l'impression d'inventer, mais d'écrire quelque chose qui était déjà là, mais qu'on n'avait pas vraiment vu, en fait. Et c'est peut-être ce quelque chose qu'on a tous en commun et qui nous ramène peut-être vers ces univers inspirés de Tolkien, en fait. Et si vous deviez conseiller, on va terminer là-dessus, une œuvre de Tolkien pour entrer dans l'univers? Pauline? Ça dépend de l'âge. Non, mais c'est important de le préciser. Pour les enfants, évidemment, Bilbo. Mais on peut aussi, il a écrit il y a eu beaucoup de publications de ce qu'il a de ses autres contes, Monsieur Merveille, Roverandom, voilà, qui sont des très très jolis contes et qui plairont aussi aux parents parce que c'est plein de poésie. Pour les adultes, si on a un peu peur de se lancer dans Le Seigneur des Anneaux, et ce que je peux comprendre, c'est quand même plus de 1000 pages, tout le monde ne va pas... Enfin, c'est un peu impressionnant quand le début est difficile. Le début est difficile. C'est ça aussi, ouais. Excuse-moi, c'est juste à combien de gens j'ai pu conseiller la lecture du Seigneur des Anneaux, et il y a donc il y a 3 bouquins et c'est divisé à chaque fois en ce qu'ils appellent 2 livres. Et le premier livre de la communauté de l'anneau est très complexe parce que c'est de la description, ça prend énormément son temps pour planter le décor, contrairement au film, comme tu disais, qui le fait de manière super, voilà. Et donc du coup, on peut être refroidi et s'arrêter là. Et c'est dommage. Donc j'ai presque envie de dire, commencez au livre 2 du premier bouquin. Mais voilà, c'était juste petite parenthèse. Effectivement, c'est compliqué de rentrer dedans. Mais ouais, du coup, pour les adultes qui ont envie de découvrir La Terre du Milieu, je recommanderais plutôt l'un des 3 grands contes, puisqu'il y a eu des éditions qui sont sorties, très belles éditions illustrées par Alan Lee, où en fait, il y a donc les contes principaux des jours anciens, La chute de Gondolin, Beren et Lúthien et Les enfants de Húrin. Donc, des versions, il en existe des tonnes, parce que Tolkien a retravaillé ses contes, il les a fait évoluer tout au long de sa vie. Et là, Christopher Tolkien, son fils et exécutant testamentaire littéraire, on va dire, a regroupé dans un seul ouvrage à chaque fois tous les textes de Beren et Lúthien, de La chute de Gondolin et de Húrin, en donnant un petit appareil critique derrière qui permet de comprendre ce qu'on lit. Et je trouve que c'est très bien pour découvrir justement La Terre du Milieu. Très bien. Moi, je voudrais juste rajouter un mot par rapport à Christopher Tolkien, effectivement, qui nous a quittés il y a 1 an et demi. Parce qu'effectivement, sans Christopher, on n'aurait pas cet univers, enfin, on n'aurait pas l'ampleur de cet univers-là. Le Silmarillion est sorti en 1977, c'est-à-dire 4 ans après la mort de Tolkien. Et il est
Il a entretenu l'héritage. Alors, en fait, il montre l'ampleur de son nom d'Arda, du légendaire. Et c'est un tour de force de la part de Christopher, parce qu'à la mort de son père, il a hérité de 70 cartons remplis de notes, absolument pas rangés, absolument pas classés. Donc il a tout traité, tout reclassé. Il a même réécrit certains passages pour que ça coule. Et effectivement, il a passé 45 ans de sa vie à s'occuper de l'œuvre de son père, à la postérité littéraire de son père, dont on ne connaissait que très peu de choses. En fait, il n'y avait que le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, plus quelques contes. Mais tout ce qui est sorti après et qui permet de mesurer la richesse de cet univers, on le doit à Christopher. Christopher, moi je dis dans mon livre, en fait, sans Christopher, Tolkien ne serait pas tout à fait Tolkien. Il a fait comme John Hammond dans Jurassic Park. Il a rajouté de l'ADN de grenouille. En tout cas, il a dépensé du temps sans compter l'énergie. Il a mis fin à sa carrière d'universitaire parce qu'il avait le même métier que son père. Il était philologue, spécialiste en langue nordique et scandinave. Et il a mis fin à sa carrière universitaire qui était brillante pour s'occuper de l'œuvre de son père. Bon. Pardon, je t'ai coupé. Non, bien sûr. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on aurait quoi ? On aurait, comme tu dis, le Seigneur des Anneaux et Bilbo, grosso modo. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a ces fameuses dizaines de milliers d'années d'écrits qui racontent des grands contes, notamment dont on peut parler Pauline. Et c'est compilé dans le Silmarillion, mais aussi dans les contes et légendes inachevées, dans les contes perdus, qui est une réécriture de... Voilà. L'histoire de la Terre du Milieu. L'histoire de la Terre du Milieu. Et depuis quelques années, on a enfin les History of Middle-earth, donc, qui sortent petit à petit. Donc c'est la grosse collection. En France, on en est au 5e tome. C'est ça. Et il y en a 12. Il y a le tome 9 qui est en cours de... Mais du coup, vous conseillez quoi, les amis? On a eu la réponse de Pauline, mais là, on ne sait pas. Pour Pauline, on a envie de tout lire, là. Tout à fait raison. Pour entrer dans l'univers Bilbo, enfin le Hobbit, puisque ça s'appelle maintenant comme ça, pour vivre une vraie belle aventure avec des super personnages, le Seigneur des Anneaux, forcément. Et il faut lire de toute façon le Seigneur des Anneaux. Pour une histoire plus dramatique qui montre la richesse de la langue et de l'écriture de Tolkien, moi je conseillerais les Enfants de Húrin, que j'ai trouvé vraiment merveilleux. Mais bon, c'est un peu déprimant. C'est déprimant, c'est dramatique, mais c'est très beau. D'accord. C'est magnifique. Et Romain, le dernier mot. Ouais, non, moi, je pense que vous avez vu le film, vous avez aimé, lisez Le Seigneur des Anneaux. Vous avez aimé les versions longues, lisez Le Seigneur des Anneaux. Parce que là, il y a la version super longue. C'est-à-dire qu'il y a des batailles qui sont incroyables, qui sont moins gâchées, par des choix d'adaptation, des personnages qui sont moins caricaturaux. Donc déjà ça. Et si vous avez aimé, et que vous vous dites « Ah oui, mais ça, c'était la fin de la magie sur Arda », et donc il y a des moments où c'était grandiose, vous pouvez vous attaquer au Silmarillion. Et après, si vous aimez le Silmarillion, il y a tous les grands contes où on va les détailler tout ça. Bon, donc, en le gros, Seigneur des Anneaux. Tout, déjà. Faut tout dire. Le Seigneur des Anneaux, pour moi, si on a aimé les films, il faut commencer par là. Enfin, Très bien. Écoutez, merci à vous pour cette émission. Je suis très content qu'on ait pu évoquer Tolkien et son œuvre. Comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas la seule émission sur le sujet, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais merci à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.